Voilà, eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous revoir toujours au pied d'une petite montagne quand même, hein. Il y a les buttes Chaumont qui sont pas loin. J'espère, Guy, que tu feras peut-être la butte Montmartre l'année prochaine ou au retour à Cham. Juste un petit détail, comme nous sommes deux, on a eu l'autorisation du patron de ne pas porter de masque. Donc Monsieur Valade essaie de ne pas éternuer pendant pendant l'interview. Merci à Guy de me faire l'honneur d'animer cet entretien et surtout merci à Guy d'avoir vu en moi un éminent spécialiste du bioterrorisme. Quand j'ai parlé de bioterrorisme à ma mère la semaine dernière, elle m'a dit « T'as raison, il ne faut pas forcer les gens à manger bio ». Donc c'est un peu un petit terrorisme. On peut considérer ça comme un espèce de terrorisme. Professeur Valade, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin. Vous êtes président du conseil scientifique du réseau des laboratoires Biotox Piratox. Biotox Piratox, deux mots qui, si vous vouliez nous rassurer aujourd'hui, c'est pas l'élément terme, hein, on peut le dire. Alors donc, avant de commencer, j'ai une question tout à fait simple, vous me répondrez en 30 secondes. Est-ce que nous allons tous mourir ? Non, je vous rassure immédiatement, nous n'allons pas tous mourir. Des nations comme la France et bien d'autres nations se préparent à la survenue de tels événements. Oui. Peut-être qu'il faudrait que vous parliez un petit peu plus fort. Dites-nous un petit peu, donnez-nous la définition du bioterrorisme. Le bioterrorisme, c'est la survenue d'un événement qui serait lié donc à un acte volontaire d'utilisation d'agents biologiques. Ouais. Que ce soit d'agents biologiques tournés vers les humains, en santé humaine ou en santé animale. On a parlé aussi de environnemental aussi, non, peut-être ? Absolument. Ce qui va avec. Ouais. On peut imaginer effectivement un acte qui toucherait, par exemple, les productions agricoles. Oui. Alors donc ce bioterrorisme, on en parle depuis quelque temps. Votre rôle un petit peu à vous, donc vous faites partie d'une cellule un peu gouvernementale, c'est un réseau de laboratoires publics. C'est un réseau de laboratoires auquel participent l'INSERM, l'Institut Pasteur, l'ANSES et des laboratoires de biologie hospitaliers. Et ce réseau a pour objectif d'assurer le diagnostic en cas d'événement, l'identification en cas d'utilisation de ce type d'agent. D'accord. Donc dites-nous un petit peu tout ce qui peut nous arriver. Vous avez parlé de toxines, de quoi ? De virus, de bactéries Alors on peut avoir des virus. L'exemple actuel, c'est la crise Covid-19. On peut avoir des bactéries. On pourrait aussi avoir des agents un peu particuliers, par exemple comme le prion dont nous avions beaucoup parlé il y a quelques années. Des champignons, etc. Oui. Après, c'est toujours une problématique quant aux effets engendrés par ce type d'agent, le délai de survenue des symptômes. Et puis quel type de cible serait touchée, soit des humains, soit des animaux, soit des plantes. D'accord. J'ai un patient qui est décédé après avoir mangé des morilles, des champignons. Depuis, ma femme me fait des morilles 2 fois par semaine. Est-ce que c'est du bioterrorisme familial ? Non. Alors non, du bioterrorisme familial, non, mais ça peut être effectivement l'action bioterroriste, il faut l'imaginer, elle peut toucher un groupe de population, elle peut être extrêmement ciblée. La difficulté, c'est la répartition, comment on va, je dirais, disposer de cet agent et comment on va toucher notre population cible. Alors, quand on parle de bioterrorisme, hein, le cliché, souvent, c'est le terrorisme de masse. Oui. Alors que ce n'est pas souvent le cas. Non, ce n'est pas forcément le but. Le but, par exemple, d'un bioterroriste, c'est avant tout de faire peur. Donc il vaut mieux concevoir la problématique sur plutôt la survenue de l'événement ou même de l'allégation de l'utilisation de l'arme biologique, et elle va engendrer un impact très important psychologique au sein des populations. C'est oui, parce que tout cela. Parce que ce qui est vrai que plus que l'impact sur vraiment la santé de la population, c'est surtout l'impact psychologique parfois qui est plus important. On le voit bien pendant la crise Ebola. Nous avons hospitalisé 2 patients sur le territoire français et on voit que dans les hôpitaux où étaient hospitalisés ces patients, les patients ont annulé, par exemple, leur chirurgie programmée ou leur rendez-vous de peur d'attraper Ebola parce qu'il y avait des patients dans l'établissement hospitalier. Le fait du développement des réseaux sociaux a amplifié aussi, non ? Ah oui, on le voit bien pendant la crise Covid, là, actuellement. Et la communication est véritablement un enjeu, je dirais,
de gestion de la crise sanitaire qui serait liée à un tel événement. Ouais. Alors, c'est vrai que les technologies progressent. Est-ce que ces technologies font que c'est plus facile, en fait, de terroriser la population, de créer des agents pathogènes? Alors vous parlez... Et surtout moins cher qu'à une époque. Oui, alors vous pensez à la biologie de synthèse, oui, c'est une véritable boîte de Pandore, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Il faut avoir la méthodologie, il faut disposer des agents, même si on veut les modifier. Donc oui, c'est un coût, on le compare souvent à l'arme, par exemple, nucléaire, c'est un coût beaucoup plus faible, mais ce n'est pas si évident à obtenir, à arriver à ses fins, à développer à modifier des agents. On en parle souvent, ça fait le sensationnel, j'oserais dire, en termes de communication, mais la réalité, le pragmatisme est tout à fait différent. Alors, votre rôle, c'est plus la prévention que le renseignement, c'est ça? Ce sont d'autres équipes qui s'occupent d'aller chercher à droite à gauche? Il y a toute une organisation, effectivement, qui va obtenir des renseignements. Nous, on est là pour assurer le diagnostic, apporter la véracité. Est-ce qu'on a affaire à un agent biologique ou pas? Oui. Alors, pour parler de rester sur la prévention, qui est formé en temps d'attaque terroriste? Alors on organise à l'échelle nationale des exercices où les structures sanitaires, les pompiers, les policiers vont intervenir et on va donc simuler ces exercices de façon à voir si notre organisation mise en place est capable d'être confrontée à la survenue d'un tel événement. Alors, ce sont les intervenants de premier recours, parce que là vous parlez des pompiers, vous parlez des services d'urgence, alors que la médecine libérale, la population est formée en deuxième intention? Alors absolument, on a une formation maintenant au sein des étudiants en médecine, par exemple, qui n'existait pas à notre époque, j'oserais dire, et qui maintenant a lieu pour former, pour sensibiliser les médecins, les pharmaciens au fait de penser au diagnostic de la survenue de tels événements. Oui. Est-ce que votre cellule, évidemment, j'imagine qu'elle communique avec les autres cellules européennes, voire mondiales? Absolument, c'est un réseau national, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. On a des échanges, bien évidemment, puisqu'on est confronté à la même problématique. Et donc, on s'enrichit de l'expérience, des rétextes des uns et des autres. On n'a pas parlé tout à l'heure d'exemples un peu de bioterrorisme récent. On parlera du Alors, plus ils ne sont important pas tout à fait récents. Là, en fait, on est en 2021. Effectivement, c'est le 20e anniversaire des enveloppes poudrées, dipoudrées à la présence du charbon. Et je vous rappelle en 2001, c'est ça? Voilà, en 2001. Et aux États-Unis, ça avait été un véritable acte bioterroriste où on avait eu de mémoire 4 ou 5 décès et une vingtaine de personnes touchées. Donc, cet épisode a été riche d'enseignements pour toutes les nations pour organiser ces réseaux de surveillance et je dirais, réaliser des exercices. Alors, je crois que c'était le président Nixon qui avait arrêté un petit peu, qui avait décidé unilatéralement d'arrêter les recherches justement. Voilà, alors là vous parlez des plans de préparation ou des plans de développement ou de surveillance de l'arme biologique au sens étatique du terme. Effectivement, c'était le président Nixon qui avait mis fin au programme. Et qui avait été suivi par d'autres pays, dont la Russie d'ailleurs, et on s'est vite aperçu que la Russie avait peut-être continué à... Absolument, c'est ce qui s'est passé pendant la première guerre du Golfe, où on s'est aperçu, les Nations Unies sont aperçues que l'Irak avait travaillé sur un développement de l'arme biologique. Oui, donc donc il y a la prévention et puis il y a après réaction. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque? Alors en cas d'attaque, il faut tout d'abord être en capacité de porter le diagnostic et c'est ça qui est toute la difficulté dans le domaine biologique. Ça n'a rien à voir par rapport au domaine chimique où vous avez à avoir l'apparition de symptômes immédiats. Donc là, la difficulté, c'est d'être en capacité de faire le diagnostic si on n'a pas été confronté, si on n'a pas mis, je dirais, en exergue la survenue de cette attaque. Si on n'a pas épandé un aérosol au cirque d'hiver ici, c'est seulement les premiers cas qui vont vous donner l'alerte. Et c'est là où les médecins vont jouer un rôle très important, les services d'urgence, la médecine libérale, c'est eux qui vont porter le premier diagnostic et c'est la survenue de différents cas, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple de charbon, qui va déclencher l'alerte et qui va déclencher, je dirais, tout le système de réaction. Donc il y a obligatoirement un délai pour diagnostiquer le problème et encore un autre délai pour agir.
Absolument. Alors le délai pour agir, il est beaucoup plus restreint, mais c'est le délai de survenue de ces symptômes et du déclenchement de l'alerte qui joue un rôle prépondérant. Donc cette alerte, on l'appelle le plan Orsan, c'est ça? Alors, il y a toute une organisation. Le plan Orsan, c'est l'organisation des sanitaires, mais vous avez le plan Amavi si vous avez un grand nombre de personnes qui sont touchées. Voilà, donc tout ça, c'est une organisation étatique qui est mise en œuvre. Oui. Est-ce que finalement, on est obligé d'en revenir au Covid, hein, est-ce que la Covid a servi à quelque chose? Oui. Est-ce qu'elle nous a mis, pour une fois, en face d'un véritable problème concret, quoi? C'est riche de menaces biologiques. Déjà en matière de capacité de diagnostic, vous avez vu, on a développé à grande échelle des moyens diagnostiques, des plateformes, et donc elles vont pouvoir servir en cas de survenue d'un tel événement. On a ensuite réfléchi sur l'organisation, sur la capacité de vaccination, tout le réseau que l'on a développé pour assurer la vaccination en un temps record. Tout ce rétex lié à la crise Covid va nous servir pour, je dirais, gérer si un tel événement survenait. On peut pas parler encore, on ne saura jamais si c'est un acte de bioterrorisme. Non, il y a eu une enquête de l'OMS et voilà. On a tendance aussi à penser que le bioterrorisme s'attaque directement aux humains, mais il va s'attaquer aussi... Non, il peut s'attaquer aux animaux et il faut voir dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle le One Health. Donc notre réseau travaille en étroite collaboration avec l'ANSES, avec le monde, je dirais, de la santé animale. Ouais. C'est important parce que la cible n'est pas forcément que les humains. Comment voyez-vous l'avenir du... On ne peut pas parler d'avenir du bioterrorisme, hein. L'avenir, c'est avant tout se préparer. Ouais. Se préparer en termes de réseau, se préparer en termes de diagnostic et aussi se préparer en termes de communication. On le voit bien pendant la crise Covid, un des écueils est lié à la maîtrise de la communication et comment faire passer des messages d'information. On le voit bien la problématique pour la vaccination, par exemple, à l'heure actuelle. Ouais. Alors, Bill Gates avait dit, il y a tout récemment, je ne parle pas de ce qu'il avait dit en 2014, il avait dit que les deux principales menaces post-Covid étaient le bioterrorisme et le changement climatique. Oui. Vous en êtes d'accord? Oui, en tout cas pour le bioterrorisme, il faut être en capacité d'être préparé à la Oui, est-ce qu'on est vraiment préparé ou alors c'est plutôt utopique, non? On n'est jamais vraiment préparé, bien évidemment, mais ce sont les exercices, ce sont les expériences. On avait eu un rétex de la crise de 2001 pour le charbon, un rétex pour Ebola, un rétex pour Covid-19. Donc on ne cesse de progresser. Mais évidemment, on n'est jamais préparé à 100%. Oui, enfin, quand on compare Ebola et le Covid, on a l'impression, j'ai toujours dit que l'épidémie de la pandémie avait un petit peu exacerbé notre égoïsme d'occidentaux. Oui, mais c'est parce que nous, on a été peu touchés, alors que la Covid-19, par exemple, touche l'ensemble des populations mondiales. Alors qu'Ebola aurait pu aussi être disséminé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça n'arrive pas dans nos pays? C'est un agent beaucoup moins contagieux. Donc vous avez eu un moins grand nombre de cas touchés, et puis il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place qui a permis de limiter la crise Ebola, surtout aux pays africains. Oui. On cite souvent le mot de biodéfense. Oui, donc ça c'est cette notion de protection, de préparation sous la forme de l'ensemble des volets de gestion de crise. Oui. Donc on peut dire qu'à l'avenir, les réseaux sociaux auront aussi un rôle. Alors oui, parce que jusqu'à présent, ils ont eu aussi un rôle, évidemment, d'information, mais aussi de désinformation. Je crois que pour un de nos défis à relever, c'est que ces réseaux sociaux... De vos rôles aussi, de votre rôle aussi. Voilà, c'est d'apporter le côté positif de ces réseaux sociaux et d'être un relais je dirais, de l'expression des messages que les médecins, que l'environnement sanitaire est capable de passer au sein de la population. C'est un des enjeux. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés sur cette intervention très intéressante. Merci de m'avoir invité. Merci.